Ça y est. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire donc qui sera dont le sujet sera autour des incontournables de la démarche de certification MAS. Donc ce webinaire sera animé par moi-même, Maxime Planteil. On reviendra un peu plus en détail sur mon parcours. Mais en tout cas, merci beaucoup de participer à ce webinaire que nous avons voulu pratique dans la façon de répondre à certains éléments. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont déjà transmis des souhaits de questions et donc on va tâcher d'y répondre. N'hésitez pas, si à la fin de cette séance, les questions n'ont pas été totalement répondues, nous ferons un plaisir d'y répondre. En ce qui concerne donc les règles de ce webinaire, vous pouvez laisser votre caméra allumée si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucune obligation de la laisser allumée. Mais ce sera un plaisir de pouvoir vous voir au travers des écrans interposés. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est que les micros soient coupés pour pas qu'il y ait de bruit parasite autour de la session. Nous vous remercions de poser vos questions directement dans le chat, ce qui va nous permettre, avec mes collègues Élise et Tatiana, de pouvoir faire un récapitulatif des questions et à la fin de cette session de les poser. Ce webinaire sera enregistré et nous le mettrons à disposition sur le site. Et donc pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre site internet, donc egilinternational.com. En ce qui concerne l'introduction et ma présentation, et la présentation de l'entreprise, donc Egide International est une entreprise spécialisée, experte dans toutes les thématiques hygiène, sécurité, environnement, la formation, le conseil et l'audit, avec une expertise internationale, d'où son nom Egide International. Plus de aujourd'hui 30 années d'expérience sur les thématiques du HSE et fin des années 2000, l'entreprise a commencé à adhérer au système MAS en devenant cabinet d'audit agréé et donc possède aujourd'hui plus de 20 ans d'existence dans ce monde du MAS. En ce qui concerne le cabinet à l'heure actuelle, nous avons 10 auditeurs partenaires qui interviennent pour nous dans un certain nombre de coins de la France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Méditerranée, en Sud-Ouest, et donc qui travaillent pour nous. Et pour ceux qui connaissent le système, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de pair entre les cabinets et les auditeurs. En ce qui concerne moi-même, Maxime Planté, je suis responsable du cabinet d'audit Egide International. Je suis auditeur depuis 2019 avec aujourd'hui plus de 150 audits MAS multisectoriels, donc depuis cette date. Pourquoi multisectoriel? Parce que c'est aussi la richesse du MAS, c'est qu'on a à la fois des audits qu'on peut réaliser pour des artificiers et d'autres qu'on peut réaliser pour des cabinets d'ingénierie en environnement en passant par de la chaudronnerie, l'électricité, etc., etc. Donc c'est vraiment un métier qui nous fait voyager tant géographiquement que dans le secteur d'activité. Et donc après plus de 14 ans d'expérience en HSE, ce qui me permet d'avoir un peu de crédibilité auprès des entreprises que j'audite, mais aussi un certain nombre de conseils que je peux partager et que j'espère je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc en ce qui concerne le sommaire du webinaire, on va d'abord travailler sur l'introduction et le contexte lié au MAS. Pourquoi on a décidé de faire ce webinaire, dans quel cadre il s'insère et où est-ce qu'on veut vous emmener. Ensuite, on va vous présenter les écarts les plus courants qu'on a pu constater. Alors, les écarts les plus courants seront plutôt sur la version 2014 parce que c'est une étude qui a été menée au courant de l'année 2025, mais qu'on pourra transposer sur le référentiel 2024. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on va pouvoir vous donner pour anticiper et corriger? Comment préparer et réussir votre audit MAS? Et enfin, la conclusion et les prochaines étapes. Tatiana, est-ce que tu peux partager le questionnaire? Je vous invite à répondre à un petit questionnaire juste pour savoir où vous vous situez et pour savoir les orientations qu'on peut prendre dans ce webinaire au travers de votre
certification? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que vous envisagez d'être certifié? Donc juste voilà, un petit sondage pour savoir où en est l'audience qui va me permettre d'orienter au fur et à mesure les échanges. Je vois pas les réponses de mon côté, Tatiana. Il y a 100% de oui, Maxime. Ok, eh bien, on continue. Merci pour votre participation. Donc, dans un premier temps, le contexte lié au MAS. MAS, la définition, manuel d'amélioration sécurité des entreprises. Donc, quel est l'objectif de ce référentiel? Bien, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui soit responsable, axée sur l'amélioration continue des pratiques en termes de sécurité, de santé et d'impact sur l'environnement. Cette notion de sécurité, santé et impact sur l'environnement a été largement appuyée dans la révision du référentiel 2014 versus le référentiel 2024. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très important dans le référentiel. C'est des choses sur lesquelles on va insister tout au long de ce webinaire. Mais ce sont maintenant des thématiques qui ont une place à part dans le nouveau référentiel. Donc l'objectif avoué de l'association MAS, c'est la réduction durable des risques. Et c'est des statistiques qui sont officielles et qui sont mesurables de la part de l'association. Les entreprises qui ont des certifications à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans, 9 ans, etc., ont une réduction durable des risques et donc de leur accidentologie. Là, on va insister aussi dans ce webinaire sur l'audit en lui-même. Qu'est-ce que l'audit? Comment s'y préparer? Comment répondre aux questions? Et donc finalement, qu'est-ce que l'audit? C'est l'évaluation de l'efficacité réelle de votre système. Et quand on dit réel, au sens du MAS, ça veut dire l'aspect théorique, entre guillemets théorique, de la construction de votre système, mais aussi l'aspect pratique. Comment le système que vous avez construit a été mis en place sur le terrain. Tout ça, finalement, pour avoir un enjeu, crédibilité et performance opérationnelle. On sait aujourd'hui, et ce sont des statistiques qui sont communiquées par l'association MAS, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans leur certification MAS et qui ont eu une amélioration de leur performance opérationnelle et qui ont progressé en termes de santé, sécurité, environnement et qui ont du coup amélioré leurs statistiques. Maintenant, passons un peu à des données quantitatives. Pourquoi ce webinaire? D'où vient-il et pourquoi on a décidé de vous le partager? Au cours de l'année 2025, on a mené une étude autour de tous les rapports d'audit qui avaient été rédigés, faits par nos auditeurs partenaires, donc plus de 300 sur les différentes années, pour créer une base de données et aussi partager ce qui se passait finalement dans ce monde du MAS. Donc, il y a plus de 300 rapports qui ont été analysés pour identifier les principaux écarts. La classification de ces écarts est la suivante, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le plus d'écarts sur l'axe 1, le moins sur l'axe 2, et ensuite les axes 3, 4 et 5 qui sont à peu près équivalents, même si sur l'axe 5, on en a moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'axe 1, on a aussi un axe 1 qui est fort, qui a beaucoup d'exigences, qui mêle à la fois l'engagement de la direction, la communication, l'organisation, les rôles et responsabilités, donc quelque chose qui est un petit peu, entre guillemets, pour tout, mais dans lequel on retrouve beaucoup d'exigences, et ce qui permet, en tout cas, ce qui laisse place à plus d'écart quantitativement. Après, est-ce que ce sont ceux qui ont le plus d'importance? C'est pas forcément donné, mais en tout cas, ce sont les éléments sur lesquels il y a le plus d'écart. Et si on va un petit peu dans le détail sur les chapitres
qui ont le plus d'écart, on constate que le système de management, l'axe 5.1, donc finalement l'axe 5 dans lequel on a le moins d'écart, c'est là où on a un chapitre qui concentre finalement le plus d'écart en lui-même. Donc évidemment, l'axe 5 est beaucoup plus petit. Il y avait 3 chapitres sur le référentiel 2014, mais sur le chapitre 5.1, c'est là où on a le plus d'écart. Ensuite, on a l'organisation dans le chapitre 1.4. Et puis après, on a le savoir-faire, la réalisation et la mise en œuvre de l'application du système, là où on en a le plus. Donc, l'intérêt de ce webinaire, dans un premier temps, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de ces différents chapitres pour voir les principaux écarts qui ont pu être rencontrés, comment les traiter et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place derrière. Donc, sur les principaux écarts observés, on a repris scolairement la division du référentiel en classant axe par axe. Donc ici, sur l'axe 1, ce sont les 2 sous-chapitres dans lesquels on a le plus d'écart, l'organisation et les objectifs. En termes d'organisation, qu'est-ce qu'on retrouve? Un pilotage inexistant, une absence de veille réglementaire ou d'état des lieux, le pilotage des contrôles réglementaires et de leurs conclusions qui sont pas efficaces ou qui sont pas faits ou qui sont faits sur une feuille de papier. Et la définition des rôles et responsabilités de chacun. Donc ça, ce sont les écarts les plus courants, ce qu'on peut, ou en tout cas les défauts les plus courants qu'on peut rencontrer. Et ce qu'on vous a mis en bas, c'est la comparaison avec le nouveau référentiel. Aujourd'hui, ce chapitre organisation, il représente 35% de la cotation du chapitre 1 dans son intégralité dans le référentiel version 2024. Donc, ça peut paraître, pour certains d'entre vous, des petits écarts, mais aujourd'hui, 35% de la notation du référentiel 2024 est sur l'organisation. Donc, ces petits écarts sont importants à traiter. Il y a aussi les objectifs, certains écarts sur les objectifs qui sont assez récurrents, l'absence de lien entre la politique et les objectifs, des objectifs qui ne sont pas forcément appropriés vis-à-vis soit de l'entreprise, soit de l'activité, et l'absence d'objectifs sur les 3 thématiques. Aujourd'hui, dans le nouveau référentiel, ce chapitre sur les objectifs représente 14% de la cotation totale de l'axe 1. Donc, la majorité des écarts de l'axe 1 concernent ces deux chapitres. Si vous les traitez correctement, si vous mettez en place les éléments, vous avez quasiment 50% de la notation du chapitre 1 qui est assurée. En ce qui concerne l'axe 2, donc compétences et culture sécurité, compétences, qualification et culture sécurité. Culture sécurité qui est vraiment un nouvel élément du chapitre 2024, pas forcément nouveau, mais en tout cas qui a été largement renforcé. En ce qui concerne le savoir, c'est plutôt les éléments avant le recrutement d'une personne. Et là, ce qu'on constate, c'est l'absence d'évaluation. C'est-à-dire l'absence d'évaluation pendant le procès de recrutement, l'absence d'évaluation des compétences SSE pendant le recrutement, et là c'est aussi une erreur, en tout cas un oubli fréquent, c'est l'absence de prise en compte des intérimaires dans cette étape-là. Il faut savoir qu'il y a énormément d'agences d'intérim qui sont certifiées MAS, donc qui ont la nécessité de mettre en place ce process. Donc pour certaines entreprises qui ont la volonté de faire appel à des intérimaires, ça peut être une solution aussi. Cette partie savoir, elle a été renforcée aussi dans le référentiel 2024 et il est essentiel de le prendre en compte. Il y a énormément de critères et aujourd'hui, elle représente 16% de la cotation complète de l'axe 2. Donc, mettre en place une évaluation en amont du recrutement pour tout le type de personnel que vous allez recruter, du CDI à l'intérimaire en passant par le CDD, le stagiaire, le CDI de chantier, etc., etc. Il est important de mettre en place cette évaluation. Et sur le savoir-faire, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus important, mais finalement qui est le cœur de l'axe 2, c'est le savoir-faire. Tout ce qui concerne l'accueil sécurité, le tutorat, les formations, les habilitations, tout ça est vraiment important. Et donc, les écarts qu'on a le plus constatés, c'est pas de test après l'accueil SSE. On considère que l'accueil SSE est fait, mais il n'y a pas de test à l'issue. Que cet accueil SSE, il n'est pas en lien avec l'activité de l'entreprise. Voilà, les risques sont mal identifiés ou ils ne sont pas identifiés et il n'y a pas de lien entre ces éléments-là. Pas de désignation de tuteur, où le tutorat se fait sans l'évaluation des compétences,
des formations qui sont dépassées. Tout ça, si vous arrivez à le mettre en place, le mettre en musique, le faire vivre, eh bien, cet élément-là, il vous assurera, entre guillemets, c'est pas une certitude à 100%, mais en tout cas, vous mettrez le plus de chances de votre côté pour obtenir les 56% de points du chapitre 2, de l'axe 2, pardon. Sur l'axe 3, donc, on a la partie analyse de risque SSE qui représente comment dire, le chapitre dans lequel il y a eu le plus d'écarts. Il y a différents points. Aucune entreprise, ou en tout cas de mon expérience, aucune entreprise que j'ai vue n'avait pas de document unique du tout, pas d'analyse de risque du tout. Mais en tout cas, il y a certains points qui défaillent, notamment l'absence de mesures de prévention directement dans l'évaluation des risques, qui est aussi une exigence réglementaire. Le manque de cohérence entre les risques principaux et la cotation. L'absence de lien entre les actions qui sont issues du document unique et le plan d'action. L'absence d'évaluation des risques lors d'une activité, soit de routine, soit une activité particulière. L'absence d'encadrement des activités sous-traitées, qui est aussi une exigence réglementaire. Donc cette analyse des risques aujourd'hui dans le nouveau référentiel, elle représente 33% de la cotation totale du chapitre 3. Donc c'est très important de la mettre à jour, de suivre les éléments, de mettre en place les actions, de les piloter et de faire en sorte que ça fonctionne. L'autre chapitre sur lequel on a constaté qu'il y avait le plus d'écart, c'est la réalisation. Donc on a la phase de préparation et la réalisation. L'absence de mode opératoire, des modes opératoires seulement orientés opération et qui n'intègrent pas les aspects santé, sécurité et environnement. L'absence de mise au travail. La mise au travail, c'est un élément et c'est une question aussi qui a été posée en amont de ce webinaire, un sujet qui voulait être abordé sur la mise au travail. C'est quelque chose qui doit être fait en amont d'une intervention. Pas forcément tracé. Il n'y a pas aujourd'hui, les consignes du MAS ne disent pas qu'il y a l'obligation de tracer toutes les mises au travail, mais en tout cas, ça doit être fait, ça doit être justifiable que ça a été fait. Et cette mise au travail, elle sert à quoi? Elle sert à préparer les équipes à la journée, à la semaine, au chantier qui va arriver s'il dure une journée ou deux, pour présenter les étapes clés des opérations. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Et dans quelles conditions? Et dans quelles conditions, ça veut dire quelles sont les mesures de prévention qu'on va prendre, collectives, individuelles, qu'est-ce qu'on met en place. Donc sur ce chapitre de la réalisation, on a quand même 31% de la notation qui concerne le nouveau référentiel et qui est important. Et surtout, ce critère de mise au travail qui est extrêmement important, qui a été explicitement ajouté, c'était moins explicite avant sur le référentiel 2014, et qui apporte beaucoup sur les entreprises qui arrivent à correctement le mettre en place. Sur l'axe 4, alors, on a la mise en œuvre du système. J'ai volontairement laissé vide cette case, puisque la mise en œuvre du système, effectivement, il y a des écarts qui ont été constatés, mais aujourd'hui, dans le nouveau référentiel, cette partie, elle a complètement disparu. L'axe 4, il est beaucoup plus opérationnel qu'il ne l'était avant, dans le sens où on a aujourd'hui l'analyse des situations dangereuses, on a les audits chantiers et on a les audits du système. Il a été complètement retravaillé. Donc, volontairement, je ne l'ai pas, mais vous retrouverez dans le livre blanc sur les écarts dont je vous ai parlé, une traçabilité des écarts les plus courants qu'on a pu rencontrer dans cette étape-là. Mais aujourd'hui, vu qu'on oriente plus sur le référentiel 2024, ça n'avait pas forcément de sens. En revanche, sur l'analyse des situations dangereuses, ce qu'on a pu rencontrer, c'est l'absence de seuil de déclenchement de l'analyse approfondie sur les situations dangereuses. C'est l'analyse qui ne met pas forcément en cause les causes profondes. Les causes profondes. La difficulté pour remonter et tracer les situations dangereuses. Petite ou grande structure, on retrouve dans beaucoup d'audits qu'on a pu faire ces éléments-là. Juste sur cette thématique d'analyse des situations dangereuses des événements, c'est 30% de la cotation de l'axe 4. L'axe 4, sur le référentiel 2024, il a été largement refondu. Je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que c'est un axe qui a beaucoup changé en termes de cotation quantitative. On va dire
50% de la notation concerne les audits. Donc, ce qui est extrêmement important, et c'est une étape qu'il ne faudra pas passer, mais on y reviendra ensuite. Sur l'axe 5 et l'amélioration continue, de la même façon, on a le système de management qui a un peu disparu, qui s'est plus orienté dans le bilan SSE, mais aujourd'hui, on est plus sur la notion d'amélioration continue, d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience, et sur le bilan SSE. L'axe 5 est très orienté autour du bilan SSE. Donc, tout ce qui est autour de l'amélioration continue aujourd'hui, c'est 57% de la cotation totale du chapitre de l'axe 5 et le bilan SSE 43%. Donc, ça renforce l'idée que le bilan SSE est un élément fondamental du référentiel. Donc, quels sont les écarts qu'on peut rencontrer sur ce bilan SSE? C'est pas tous les items qui sont intégrés dans ce bilan SSE. Il y a une liste qui a été largement renforcée sur le référentiel 2024. Le conseil assez scolaire que je peux donner, c'est prenez l'axe 5 du référentiel, tous les items sont détaillés, intégrez-les dans votre bilan SSE et vous n'aurez pas d'écart sur l'absence d'items. Sur l'analyse qualitative aussi, qui n'est pas détaillée, et l'absence de la mesure de l'efficacité et de l'efficience. Donc tout ça, ce sont les écarts qu'on a le plus rencontrés au travers des 5 axes du référentiel. Maintenant, je vous propose d'aller sur les bonnes pratiques pour anticiper et corriger ces éléments-là. La première étape, c'est construire son système de management. Alors là, je vous propose une vision qui est totalement personnelle et je vous partage aussi un peu mon expérience que j'ai pu mettre en place au travers des différents accompagnements que j'ai pu faire. Donc, pour construire un système de management, la première pierre qu'il faut apporter à l'édifice, c'est la politique et les objectifs. Mais comment on construit cette politique et ces objectifs? On peut construire une politique et des objectifs de façon totalement arbitraire en fixant des orientations. Mais néanmoins, si on veut déjà apprendre à maîtriser un système, il est nécessaire d'avoir quelques orientations et de donner quelques orientations. Et comment on fait pour donner ces orientations? Eh bien, il faut déjà avoir quelques datas. Comment on obtient ces datas? En analysant ces risques, en créant son document unique ou en le mettant à jour. On a une analyse de risque qui va nous donner nos risques majeurs, bruts, c'est-à-dire je suis une entreprise d'électricité, mon risque principal, c'est le risque électrique. On a une entreprise qui fait de la chaudronnerie, on a le risque principal qui va plutôt être autour de la manutention ou d'autres risques. Une fois qu'on a ces risques-là, eh bien, on va pouvoir mettre en place les mesures de prévention. Autour de ces éléments-là, on va pouvoir construire son système et son manuel, c'est-à-dire dire, voilà comment je veux fonctionner. Une fois qu'on a son manuel et qu'on se dit, je veux fonctionner comme ça pour analyser les événements, je veux fonctionner comme ça pour faire mon bilan, je veux faire une revue tous les X mois, semaines de mon système, eh bien, on construit le squelette de son système. Après ça, on va faire un bilan. Même si c'est un premier bilan, on va se dire, OK, l'état de mon système à l'instant T, c'est ça. Où est-ce que je veux aller et comment je veux y arriver? Et donc, une fois qu'on a tout ça, on connaît nos risques, on a notre squelette et on sait où on en est, et on va pouvoir construire une politique et des objectifs de façon à fixer les orientations de l'année qui arrive, puisque le MAS demande une revue annuelle et un bilan annuel, et va nous permettre de suivre cette politique et ces objectifs. Voilà, c'est une vue totalement personnelle que je vous partage, mais qui, pour moi, en tout cas, a du sens. Je vous me dirai plus tard si elle en a pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la construction première. Si vous n'avez pas ces 3 éléments-là, vous ne pourrez pas construire un système de façon pérenne. Maintenant, si on va un petit peu dans le détail, comment on peut construire son système? Alors, quand on parle de construction d'un système, on est plutôt sur des entreprises qui sont matures, mais finalement qui s'inscrivent dans la démarche, pardon. Mais quand on prend le cas des entreprises matures, parce qu'il y a aussi eu la question de les entreprises qui sont certifiées depuis un certain nombre d'années, comment peuvent-elles basculer sur le référentiel 2024? Eh bien, finalement, c'est un petit peu la même procédure. Vous allez faire un diagnostic initial ou un audit bilan si vous êtes déjà certifié.
et de vous dire, OK, je suis certifié depuis X années sur le référentiel 2014. Quelles sont les nouvelles exigences du référentiel 2024 et où est-ce que je veux aller? Comment je définis les rôles et responsabilités? Qui va faire quoi? Et surtout les compétences qui sont nécessaires pour animer tout ça. Je vais aussi développer des modes opératoires importants pour mon activité. Quelle est mon activité? De quoi j'ai besoin? Je vais développer des modes opératoires. Si il y a lieu, vous allez pouvoir aussi mettre en place ce dispositif d'encadrement de la sous-traitance. Ce dispositif d'encadrement de la sous-traitance, il est extrêmement important pour s'assurer que vous avez toutes les billes pour s'assurer que les entreprises qui vont travailler pour vous respectent les règles que vous leur demandez. Déterminer la fréquence de revue du système, ça c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure sur l'organisation. Est-ce que je le revois tous les mois? Est-ce que je le revois tous les 3 mois? Est-ce que je le revois tous les 6 mois? C'est à vous de le définir. Là encore, ce sont des choses qui vont être adaptées à chacun. C'est aussi la beauté du référentiel MAS, c'est que vous n'avez pas d'obligation de moyens, vous avez des obligations de résultats, sauf sur certains points, notamment les audits. Mais la fréquence de revue du système, si vous êtes une entreprise de 5 salariés qui faisiez beaucoup de réunions, etc., peut-être que sur la fréquence de revue globale du système, vous allez la faire plutôt tous les 3 ou 6 mois, alors que si vous êtes une plus grosse structure de 50 à 100 salariés, eh bien, vous allez pouvoir peut-être le faire tous les mois. Et mettre en place un process d'amélioration continue. Mais finalement, à partir du moment où vous allez mettre tout ça, vous allez faire une revue du système, vous allez faire des bilans, vous allez construire votre manuel, et bien finalement, votre process d'amélioration continue va venir de lui-même. Mais ça ne suffit pas de mettre de faire juste des réunions pour mesurer le process d'amélioration continue. Donc finalement, qu'est-ce qui nous permet de mettre en place un process d'amélioration continue? C'est la vie du système en elle-même. Et c'est là notre deuxième point, c'est comment on fait vivre son système. On va communiquer et informer les personnes. On va revoir le plan d'action. Pourquoi on revoit le plan d'action? Parce que finalement, le plan d'action, il a des sources, des données d'entrée qui sont importantes. Les visites, les causeries, les bilans, les analyses d'événements, etc., etc. Et donc, c'est cette revue qui va aussi nous permettre de mesurer l'amélioration continue. Pour faire vivre son système, vous allez aussi mettre en place un dispositif de recrutement et d'accueil SSE. Pourquoi on dit que ça fait vivre son système? Parce que finalement, peut-être que vous allez initier une revue périodique de l'accueil SSE, c'est-à-dire on le passe à l'arrivée, mais 3 ans après, on fait un refresh des compétences de nos salariés autour de l'accueil SSE. On va assurer la formation aussi des salariés. Il y a des habilitations qui sont revues périodiquement et ça permet de faire vivre le système et les compétences des salariés. Assurer le maintien en état des équipements nous permet également de faire vivre ce système. On a la mise au travail, on y revient, c'est un élément fondamental du référentiel 2024. Vous avez vu, on l'a mis plus haut, mais on en reparle ici. La mise au travail, pourquoi c'est quelque chose qui fait vivre le système? Parce que ça permet une revue assez microscopique des chantiers qui sont faits. Vous démarrez une activité pour un client X, vous faites une mise au travail pour ce chantier-là. Vous allez revoir, encore une fois, quelle va être l'activité, comment on l'a fait, quels sont les risques inhérents à cette activité, quels sont les moyens que nous avons mis en place pour limiter ces risques et qu'est-ce qu'on respecte. Et cette mise au travail, elle a vocation à vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre activité qui change, vous avez un risque non identifié, vous avez une coactivité qui n'était pas prévue, eh bien, il faut refaire cette mise au travail, ou pré-job briefing, ou peu importe comment vous l'appelez, mais en tout cas, dans le référentiel, ça s'appelle mise au travail, pour vous assurer que toutes les conditions sont réunies pour faire ce travail en sécurité. Pour faire vivre son système et favoriser l'amélioration continue, vous allez aussi analyser les événements. Analyser les événements, ça veut dire les situations dangereuses, les accidents, tous les événements qui se passent. On ne vous demande pas dans le nouveau référentiel et dans l'ancien référentiel d'analyser les causes profondes de chaque événement. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de définir à partir de quel moment vous analysez les causes profondes. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir plusieurs situations dangereuses qui ont les mêmes causes profondes et si vous ne les traitez pas, vous allez avoir de plus en plus d'événements. Idem pour les accidents.
Préparer et analyser les chantiers, c'est très, très important. De bien les préparer et ensuite d'analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. C'est aussi un élément pour l'amélioration continue, pardon. Vous allez aussi évaluer la culture sécurité, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a fait une partie dédiée sur la culture sécurité. Mais il va falloir un truc pour un dispositif pour évaluer la culture sécurité. Et puis finalement, évaluer son système dans le sens large annuellement. Ensuite, vous allez vous assurer de l'appropriation sur le terrain. Comment on fait ça? En réalisant des causeries, en informant les salariés, en réalisant des audits de terrain, en réalisant un audit blanc et en traitant les remontées terrain. Et ça va vous permettre de vous assurer de l'appropriation sur le terrain. Maintenant, sur les éléments pour maintenir la certification. La certification, elle va être donnée à la suite de la décision du comité de pilotage pour une certaine durée. 1 an ou 3 ans. Il va être plus délicat pour une entreprise de maintenir la certification sur une période de 3 ans. Alors, c'est peut-être paradoxal, mais en tout cas, c'est vrai, c'est que sur 3 ans, certaines entreprises ont plus tendance à se relâcher, entre guillemets, et du coup à traiter des éléments sur la dernière année. Donc, l'auditeur, lui, quand il arrive et qu'il fait son audit après 3 ans de certification, il regarde les 3 années qui sont passées et pas seulement la dernière. Vous allez avoir aussi un suivi semestriel qui va être mis en place, des audits annuels, faire vivre votre système avec tout ce qu'on a vu avant et mesurer l'appropriation terrain. Donc, tout ce qu'on a vu avant va vous permettre de bien maintenir votre certification si vous l'appliquez de façon cohérente. Maintenant, sur les retours d'expérience, alors je vais vous les partager de façon assez rapide parce que je me rends compte que je parle beaucoup et que après, vous n'aurez pas forcément le temps de poser vos questions. Voilà, c'est quelques bonnes pratiques qu'on a rencontrées sur certains axes qui sont intéressantes. Vous aurez le compte-rendu de ce webinaire de façon écrite, donc vous pourrez vous en inspirer. Mais en ce qui concerne l'organisation, par exemple, on a différents comités de pilotage mensuels ou trimestriels, on en a déjà parlé. Organiser 2 bilans SSE annuels, avoir un plan d'action autour des visites générales périodiques. Ça, c'est des choses qu'on a vues, qui sont intéressantes et qui permettent de lever tous les écarts. Sur les objectifs, c'est de mettre en place des objectifs propres à l'entreprise et les activités, d'avoir des objectifs sur les 3 domaines. Bon, c'est évidemment lié aux écarts les plus rencontrés. Sur l'axe 2, on a des tests digitaux qui commencent beaucoup à arriver, hein. La digitalisation du système MAS est en train d'arriver et on a beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place, soit des chasses au risque, soit des choses comme ça avec des commentaires, des tests en ligne, pardon. Le lien aussi avec des agences d'intérim, ça se fait beaucoup pour faire passer les tests en amont. Des accueils sécurité en lien avec les tests digitaux qui sont digitalisés et qui fonctionnent. Des évaluations des compétences à plusieurs reprises, ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, que j'ai vu et qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que l'entreprise évalue les compétences du salarié avant l'embauche, donc au moment du recrutement. Elle fait une première évaluation des risques et ensuite elle reprend la même évaluation tout au long des premiers mois de vie, entre guillemets, du salarié dans l'entreprise. Et donc, elle fait des évaluations à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça c'est à vous de choisir, peu importe. Avec le même référentiel pour mesurer la progression réelle du salarié sur les mêmes exigences. Et pour mesurer aussi, c'est un indicateur pour mesurer la qualité d'apprentissage et la qualité pédagogique de ces tuteurs. Donc, c'est un double moyen d'évaluer à la fois les nouveaux embauchés et à la fois les tuteurs. Et de mettre en place des questionnaires d'évaluation de la culture sécurité, mais on y reviendra, comment on évalue la culture sécurité au sens du référentiel 2024. Bon, sur l'analyse de risque, prendre en compte tous les risques dans l'analyse de risque, avoir un plan d'action propre, analyser les risques par chantier, évidemment.
certains modes opératoires qui sont digitalisés aussi pour l'aspect réalisation, des modes opératoires qui peuvent être spécifiques à chaque chantier, et la traçabilité de la mise au travail. Donc ça, c'est des bonnes pratiques qu'on a vues encore une fois. Il y a pas forcément d'obligation, mais de la traçabilité. Mais il faut que vous puissiez prouver que vous l'ayez mis en place. Alors c'est un peu dissonant, mais en tout cas, c'est ce que les consignes données par le MAS. Et beaucoup d'entreprises finalement s'orientent autour de management visuel ou de procédures simples, de checklists pour tracer leur mise au travail. Sur l'axe 4, donc on a certaines applications qui sont mises en place pour remonter les situations dangereuses, avoir un seuil de déclenchement identique des analyses approfondies entre situations dangereuses et accidents de travail. C'est hyper intéressant. Avoir aussi de reprendre la même cotation que le document unique pour lancer l'analyse approfondie. Avoir diverses procédures en fonction de l'événement, c'est-à-dire que j'ai une situation dangereuse, j'ai une procédure, j'ai un accident, j'ai une autre procédure. Et donc l'autre point, c'est toutes les entreprises chaque année font un audit interne par des consultants externes, agréés MAS ou pas, mais en tout cas font ce point-là par des consultants externes. Ça leur permet systématiquement d'avoir une vision externe et de pouvoir et d'avoir des actions concrètes. Parce que, encore une fois, vous avez une obligation de résultat, c'est-à-dire de faire une évaluation annuelle de votre système. Pas d'obligation de moyens. Donc, c'est pas, vous pouvez le faire vous-même. Mais est-ce que l'auditeur va vérifier si la personne a les compétences, s'il y a des actions qui sont issues de cet audit, et donc vérifier que l'audit est correct. Sur l'axe 5, on a donc le bilan SSE qui mesure l'efficacité et l'efficience de façon pertinente. Ça, c'est vraiment important. On retrouve beaucoup l'efficacité, mais l'efficience peu. Donc, c'est d'avoir vraiment cette évaluation-là, de faire plusieurs bilans SSE dans l'année et de participer et présenter le bilan SSE à l'ensemble des équipes. Ça aussi, c'est un moyen de faire vivre le système pour avoir un certain nombre d'informations et d'engagement de la part des salariés. Donc maintenant, comment vous pouvez préparer et réussir votre audit MAS? Finalement, il y a deux types d'attentes. On a les attentes de l'entreprise. C'est vous, qu'est-ce que vous attendez de l'auditeur? C'est qu'il vérifie votre conformité, il identifie, essayer d'identifier les écarts avant l'audit officiel, de tester la maturité de votre système, d'essayer de préparer au mieux les équipes pour les questions, de sécuriser votre certification et d'obtenir des axes d'amélioration. Ça, c'est possiblement, en tout cas, c'est ce que j'ai pu imaginer dans vos attentes. Et nous, en tant qu'auditeurs, qu'est-ce qu'on a comme attente? C'est de nous assurer qu'il y a une cohérence dans votre système, et c'est-à-dire dans votre système global, c'est-à-dire entre l'aspect théorique, entre guillemets, et le terrain. On va s'assurer qu'il y a un pilotage par la direction. On va s'assurer aussi qu'il y a une appropriation par les équipes. On va s'assurer de la prise en compte de la maîtrise des risques et de votre capacité d'amélioration continue. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a vu auparavant permet de répondre, entre guillemets, aux différentes attentes de l'auditeur et, entre guillemets, d'assurer l'efficacité de votre système. La culture sécurité, c'est quelque chose qui est prépondérant aujourd'hui et qui est intégré de façon vraiment nominative dans le nouveau référentiel. Donc, qu'est-ce que l'auditeur va observer et qu'est-ce que vous avez déjà, quelle est la définition de la culture sécurité et qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment un facteur différenciant. Donc, la culture sécurité, c'est quelque chose qui se ressent au travers des comportements observables, parce qu'on peut avoir des procédures, on peut avoir un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais on a des comportements qui sont observables et qui vont nous permettre de voir quelle est la culture sécurité en vigueur. C'est aussi l'anticipation des risques. Est-ce que les équipes sont suffisamment matures pour anticiper les risques et pour mettre à jour un certain nombre de procédures? C'est aussi une responsabilisation collective et un leadership qui est visible sur le terrain. Donc ça, c'est des choses qui sont visibles au travers d'un audit et qui vont être notées au travers de la culture sécurité. Vous, comment vous pouvez vous en affranchir? C'est
de développer dans vos audits de chantier ou des choses comme ça, des thématiques particulières sur la culture sécurité. Par exemple, vous faites une visite chantier, prendre 5 minutes en amont ou après la visite pour observer le comportement de vos salariés ou finalement juste faire des observations à distance de vos salariés pour mesurer le comportement, s'ils anticipent les risques, la responsabilité collective et le leadership. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être mesurées assez simplement et qui vont vous permettre de mesurer la culture sécurité. Vous n'avez pas la nécessité de mettre un questionnaire en place dédié à la culture sécurité, mais il faut au moins que vous puissiez prouver que vous arrivez à l'évaluer. Donc maintenant, sur votre stratégie de préparation à l'audit, vous pouvez faire un diagnostic de maturité, vous pouvez faire un audit blanc qui vont vous permettre, tous ces éléments-là, de vérifier la cohérence de votre système et de faire une revue complète avant l'audit, donc de mettre des actions, donc d'avoir le principe de l'amélioration continue. Quels sont les facteurs clés de réussite? Implication de la direction, un système vivant, une culture sécurité ancrée, une analyse des risques qui est robuste et une amélioration, la capacité d'amélioration qui est démontrée. Si sur ces 5 piliers-là, vous arrivez à répondre aux questions de l'auditeur, vous aurez des points qui seront positifs et vous pourrez prétendre à une certification. Évidemment, l'auditeur, il va recommander, c'est votre avocat, entre guillemets, mais il va pas, c'est pas lui qui décide de la certification. Mais en tout cas, ça, ce sont les facteurs clés de réussite qui sont extrêmement importants et sur lesquels il faut se focaliser. Et quand on parle par exemple de direction impliquée, on fait référence aux objectifs, on fait référence à l'organisation, etc., etc. Donc tout ce qu'on a vu auparavant et qui va vous permettre de réussir. Pour traiter tout ça, on a mis en place un certain nombre d'outils. Donc on a écrit 2 livres blancs, un pour le kit de survie pour l'audit MAS et un sur les écarts les plus fréquemment constatés. Donc vous avez pu avoir une première idée de ce qui était donné. Et un test d'autopositionnement aussi autour de une vingtaine de questions sur le référentiel MAS. C'est pas un audit, ça remplace pas un audit, mais en tout cas, ça vous donne une idée et vous avez un rapport qui est issu de tout ça. Les liens vous seront partagés. À la suite avec le webinaire. En conclusion, donc le MAS aujourd'hui, ça évalue la maturité réelle de votre entreprise, notamment le MAS 2024 avec cette dimension culture sécurité. Le terrain fait la différence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Le terrain fait la différence. Vous le savez très bien, mais il y a une dimension terrain qui est extrêmement importante dans ce référentiel. Ça doit être et continuer à être un système vivant qui protège et qui performe. Et finalement, le mot, c'est l'audit. Le mot de la fin, c'est l'audit se démontre, il ne se déclare pas. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé, j'ai un peu débordé, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je suis un peu bavard, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai cru voir qu'il y avait quelques questions. Je vous laisse faire les modératrices, les filles. En effet, merci Maxime pour cette présentation et ton effort de synthèse sur ce sujet qui est finalement assez vaste. Donc, on a effectivement une question dans le chat de Madame Tilly. Bonjour, comment faire un T0 sur la veille réglementaire? Comment définir le point de départ? Alors, il y a plusieurs solutions liées à ça. Il y a le CODIT qui existe, qui est un fichier assez imbuvable et qui recense toutes les exigences réglementaires et donc il faut les passer une par une. Sinon, vous avez des applications qui existent et qui vont vous permettre d'affiner la sélection en fonction de votre secteur d'activité. Et ensuite, de vérifier si ces éléments vous concernent ou pas et si vous êtes conforme ou pas. Ok, super. Merci Maxime. Driss, je vous invite à poser votre question dans le chat. Merci Ingrid, j'espère que ça a répondu. On avait eu en amont d'autres questions. Je me permets de te les poser là. Dois-je avoir un responsable HSE pour lancer la démarche de certification dans mon entreprise? Pour ceux qui sont un petit peu moins avancés. Non, c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui
moins de 10 salariés qui ont pas de responsable HSE et qui s'en sortent extrêmement bien. L'avantage du MAS, c'est que c'est un référentiel qui est pratique, qui est assez guidé avec des orientations claires. Et donc, il n'y a pas l'absolue nécessité d'avoir un responsable HSE. Ok, Beaucoup ça d'entreprises marche. n'en ont pas. Merci. Quelqu'un qui porte la casquette un petit peu, cette Bien responsabilité-là sûr. en interne. Oui, il faut quand même avoir quelques notions, mais c'est pas une absolue nécessité, c'est pas une exigence. Ok, ça marche. Merci. Une autre question. Qu'est-ce qui a motivé, est-ce que tu connais un peu des éléments de contexte qui a motivé la mise à jour du référentiel et pourquoi il y a eu une nouvelle version en 2024? Ouf, je suis pas dans ces petits papiers-là, malheureusement, mais mon sentiment, c'est que le référentiel était un peu à bout de course. Il y a aussi beaucoup de partenariats que le MAS a noué avec l'ICSI, qui est une entité extrêmement reconnue dans l'évaluation de la culture sécurité. Et je pense que c'est aussi une suite logique parce que ce sont des thématiques qui sont beaucoup plus prégnantes aujourd'hui, qui prennent beaucoup plus de place. Et donc le MAS aussi, en tant que système de management numéro 1 en France, a voulu prendre ce virage pour faire l'évaluation et l'évolution de son référentiel. Après, il y avait des incohérences qui ont été corrigées, notamment sur l'axe 1 où on avait politique, objectif, l'organisation et les indicateurs qui arrivaient après. Voilà, des petites choses comme ça qui ont été revues. Donc je pense que c'est un tout qui a fait que ça a été remasterisé et revu pour sortir à cette version 2024 qui est aussi beaucoup plus orientée terrain. Merci. Ainoa nous demande, bonjour, comment gérer les écarts de compétences détectés sans pénaliser les équipes? De la formation, faire des formations communes, de détecter. Alors, il y a deux questions en une. Détecter, c'est au travers des entretiens individuels, des phases d'observation dont je parlais un peu plus tôt, aussi de détecter ceux qui sont moins compétents, de faire des évaluations lors des entretiens individuels. Et après, peut-être que plusieurs personnes auront des défaillances de compétences sur certains points. Donc, c'est d'organiser des sessions communes de rattrapage, entre guillemets. Voilà, c'est plus du soutien global et personnel pour faire que les compétences s'améliorent. Ok, ça marche. Alors, une question de Monsieur Hotz. Bonjour, quelles sont les différences majeures entre une certification MAS et ISO? Ah. Il faut un nouveau Alors, webinaire. ouais, presque. En quelques mots, en fait, la certification ISO a une vocation aujourd'hui beaucoup plus internationale et beaucoup plus orientée grand groupe. La certification MAS est beaucoup plus pratique et dans sa première vocation, voulait encadrer les activités de sous-traitance sur les sites industriels. Donc c'est là déjà une première différence. Et la deuxième, c'est aussi l'aspect pratique du système. L'ISO reste très théorique et a d'excellents avantages, mais le MAS a une dimension beaucoup plus pratique, précise au travers des opérations. Et donc aujourd'hui, il y a en fait deux angles d'attaque. Si on cherche une reconnaissance internationale pour développer une activité internationale, on va plus se diriger vers l'ISO, à mon sens. Si on cherche aujourd'hui un développement industriel, chimique, pétrochimique, et peu importe le secteur d'activité aujourd'hui parce que c'est un référentiel multisecteur, on va plus s'orienter vers le MAS. C'est aussi des stratégies différentes en fonction des entreprises. Peut-être des attentes aussi liées aux clients et aux Bien partenaires. sûr, bien sûr. Ok, merci Maxime. Une autre question, peut-être la dernière. Bonjour, comment synthétiser les audits, REX, bilan, fin de chantier? Se simplifier un peu la vie. Euh, ben, les synthétiser, c'est de prendre ce qui est bien fait et moins bien fait,
de le traiter comme une action et de faire en sorte de s'améliorer. Et si vous voulez faire un bilan global, c'est à la fin de filtrer dans votre plan d'action ou dans ce que vous avez mis pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Si vous avez de la data brute aujourd'hui, vous avez un outil, et c'est pas interdit par le MAS, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour mettre tous vos éléments dans l'intelligence artificielle pour que ça vous fasse un sommaire de ce qui a été fait ou pas. Mais le mieux, c'est de traiter au fur et à mesure ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, et de mettre en place des actions liées à tout ça. Ok, merci. Quel type d'analyse de risque répondrait aux exigences du MAS dans le cadre d'opérations de maintenance sur la totalité d'un bâtiment industriel? Donc, Waouh! ça On porte sur rentre les... on Ouais, rentre dans c'est une très question spécifique. très technique. Déjà, il y a votre document unique qui va vous permettre d'être une première base. Et ensuite, sur l'analyse de risque, il y a pas forcément de type d'analyse de risque précise, mais c'est surtout de vous dire, est-ce que tous les risques de cette activité sont pris en compte? Est-ce que les moyens sont planifiés? Et c'est de faire une extraction de ces risques-là de votre document unique et de l'intégrer dans votre analyse de risque sur le chantier et de voir si les moyens que vous avez mis en place sont conformes et vous permettent de répondre aux exigences de votre client. Mais il n'y a pas forcément de typologie particulière d'analyse de risque. D'accord, ok. Il y a Une beaucoup de question. questions. Peut-être on pourra Ouais, y c'est répondre sûr. au travers d'une communication un peu plus dédiée, parce que on sent qu'il y a beaucoup de questions. On prend la J'entends dernière vibrer. qui vient Vas-y. d'arriver dans le chat et on te libère. De toute façon, on a partagé les coordonnées de Maxime et puis n'hésitez pas à nous contacter a posteriori, mais on fera peut-être, oui, un petit Q&A un peu Ouais, ce plus... serait intéressant de faire ça, ouais. Hmm. Alors, l'ADER d'EDER, entre la version 2014 et la version 2024, s'agit-il simplement d'améliorer les dispositifs existants ou de mettre en place de nouvelles actions? Tout dépend de votre maturité. C'est-à-dire que si vous êtes certifié de longue date, c'est probablement qu'une amélioration. Pour avoir fait des audits sur le référentiel 2024 d'une entreprise qui était certifiée de longue date, ils n'ont pas révolutionné leur système, ils l'ont juste adapté. Alors oui, il y a des choses qui vont être créées si vous n'en avez pas fait. Par exemple, les analyses de risque liées à l'environnement, c'est des choses qui sont importantes et qui ont la nécessité d'être mises en place. Mais pour des entreprises qui sont aujourd'hui fonctionnelles, qui ont un système qui vit, etc., il n'y a pas de révolution fondamentale. Si vous respectez les exigences, il n'y a pas, il n'y a pas de nouveaux dispositifs à mettre en place dans le sens où il n'y a rien de révolutionnaire. Il faut surtout bien prendre en compte ces nouvelles exigences, voir ce qui existe, comment vous pouvez l'adapter et comment répondre à ces nouvelles exigences. L'objectif, c'était pas forcément de se dire il faut que les entreprises développent de nouveaux outils, c'était surtout de se dire comment on s'améliore et comment on progresse. Et c'est aussi la volonté que le MAS veut avoir avec les entreprises qui sont certifiées, comment elles peuvent progresser mais sans tout révolutionner. Et vous le voyez, hein, dans le nouveau référentiel, il n'y a pas de nouveaux chapitres. C'est vraiment des améliorations qui ont été apportées avec des accents faits sur certains points qui peut-être étaient moins mis en avant avant, mais qui sont aujourd'hui importants. Ok. Alors, bon, il y a encore une question qui arrive. On va peut-être clôturer. On va prendre de toute façon tous les points. Vous pouvez continuer Ouais, à envoyer des questions dans le chat et continuez à on y envoyer des répondra, questions et voilà, de manière individuelle et on va réfléchir à un format pour vous le partager de manière collective aussi. Vous avez là les coordonnées de Maxime. On te remercie. n'hésitez On pas à va m'envoyer un mail, clôturer. j'y répondrai avec plaisir. Super. Bah, merci et n'hésitez pas non plus à télécharger les Les livres livres blancs pour blancs, oui, aller un il peu y a des plus loin. réponses dedans, ouais. Il y a des réponses dedans et vous pourrez trouver, je pense, certaines informations et on est disponible pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Merci à tous, on vous souhaite une excellente journée et puis à Merci bientôt. beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.